Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, je vais te parler des entraînements en côte et notamment d'une étude qui pourrait changer ta façon de t'entraîner. Alors, dans le MAG des coureurs, ce mois-ci, le mois d'août, là, est consacré entièrement aux entraînements en côte. C'est le sujet principal, entraînement dans le MAG. On s'éparpille pas à droite et à gauche avec différents sujets. Aujourd'hui, ce mois-ci, c'est des entraînements en côte, mais t'inquiète pas, je t'en parlerai plus tard du MAG si tu souhaites le télécharger ou le recevoir chez toi. Alors, et je vais te prouver avec cette étude scientifique sur l'entraînement en côte que même si tu pratiques pas le trail, cela va te servir pour les courses sur route. Bien sûr, pour les trailers, c'est un passage obligé, faire des entraînements en côte, et autant le prendre par le bon bout. Alors cette étude a été menée par Caroline Praz, et c'est une étude qu'elle a réalisée dans le cadre de son master avec l'équipe de la clinique. À l'époque, ils avaient constaté, en 2010, sauf erreur, que la littérature scientifique sur la course de montagne était encore relativement pauvre. Il y avait peu de choses vraiment scientifiques qui avaient été faites sur ce sport. Et c'est pour ça qu'ils se sont intéressés à cette thématique, notamment le travail en côte. Et le but de ce travail était de savoir si les coureurs qui se sont entraînés pour la course à monter, pour la course de montagne, autrement dit, ont développé une technique de course qui les avantagerait dans les montées et les descentes. À l'époque, on voulait savoir si les coureurs entraînés pour la course de montagne avaient un style de course plus économique que ceux qui étaient entraînés pour le plat. Donc, le plat, c'est les coureurs de route, et les coureurs de piste également. Et est-ce qu'ils avaient un style de course plus économique lorsqu'il s'agissait de courir en pente? Alors, je vais te présenter, avant de te parler de l'étude, tout ça, de Caroline Praz, qui est réellement Caroline Praz. Elle vient de Suisse. Elle a fait des études en sciences du mouvement et du sport à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et puis surtout, elle a obtenu un doctorat en sciences de la vie et à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Actuellement, elle travaille à la clinique romande de réadaptation à Sion, où elle fait de la recherche dans le domaine du sport et de la santé. Alors tu vois, Caroline Praz n'est pas n'importe qui, elle connaît et elle maîtrise bien son sujet. À côté de cela, elle fait de la course à pied depuis de nombreuses années. Elle a commencé par la course piste, le 800 mètres notamment, et suite à des blessures, elle a plutôt participé à des courses sur route ou à des courses de montagne, donc à du trail. Alors, concernant le protocole qui a été mis en place, l'équipe de Caroline Praz avait recruté 20 coureurs pour participer à l'étude. Ils avaient 2 coureurs de plat, donc ça a été des gens qui s'entraînaient essentiellement sur du plat, et qui allaient au maximum 4 fois par an pour faire des entraînements en montagne. Bon, ce qui est assez rare dans sa région où ce qu'elle habite parce qu'il y a des montagnes partout, mais ça montre le profil de coureurs sur plat. Ce sont des coureurs qui n'allaient pas en montagne. Autre précision que je vais t'apporter, cette interview que j'ai réalisée avec Caroline Praz, elle est disponible en intégralité en version audio ou dans le MAG des coureurs, je t'en parlerai un peu plus tard. Et parallèlement, ils avaient des coureurs sur plat, donc spécialistes du plat, et ils avaient également 10 coureurs de montée qui avaient l'habitude de s'entraîner pour la course de montagne. Tous les coureurs qui ont participé à ce protocole étaient des coureurs bien entraînés. En moyenne, ils couraient 5 fois par semaine et ils avaient tous une VO2 max assez élevée, entre 60 et 65. Donc, dans le profil, on avait plutôt de bons coureurs, des coureurs bien entraînés. Et pour ceux qui s'entraînaient en montagne, on pouvait estimer qu'ils s'entraînaient vraiment souvent en montagne. Alors, dans cette étude, on a parlé du coût énergétique pour les coureurs. Le coût énergétique, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire pour avancer d'un mètre, et on mesure en général en kilocalories ou en joules par mètre parcouru. Alors, bien sûr, la pente a une grande influence sur le coût énergétique, puisque plus la montée devient raide, plus le coût énergétique va être important. Et plus on va devoir dépenser d'énergie pour avancer d'un mètre. Et en fait, en descente, c'est l'inverse. Plus la pente est raide, moins on va avoir besoin d'énergie pour avancer d'un mètre. Mais attention, en descente, c'est vrai jusqu'à un certain point. Parce qu'on atteint un minimum. On dépense alors moins d'énergie quand on court une pente entre 10 et 15% de pente négative. Après, quand ça devient à nouveau plus raide en descente, on doit plus travailler pour freiner. Et donc, à nouveau, on a besoin de dépenser plus d'énergie. Ensuite, dans cette étude, ils ont parlé de rendement contre la gravité. Alors, le rendement contre la gravité, Kesako, pas de souci, je te le dis tout de suite. La gravité, c'est la seule force qui tend à nous entraîner vers la Terre. Donc, quand on veut se lever, quand on veut monter en courant, on va chercher à agir contre cette force, contre la gravité donc. C'est pour ça qu'on prend en compte ce facteur quand on étudie le coût énergétique à monter
ou le rendement monté. Le rendement contre la gravité, c'est la part de l'énergie totale qui est dépensée, qu'on utilise pour l'élévation verticale du corps. Alors, d'un point de vue mathématique, on va dire que c'est l'énergie potentielle divisée par l'énergie totale dépensée. Et d'un point de vue pratique, on va se placer sur ce côté-là, nous. On la mesure grâce à un système de calorimétrie indirecte, c'est-à-dire quand on fait toutes ces mesures en laboratoire de maths avec un masque. Donc, durant l'étude, ils ont mesuré la quantité d'énergie que la personne utilisait pour courir à différentes pentes. Avec cette quantité d'oxygène, ils ont la quantité d'énergie. En combinant cela avec la vitesse verticale, ils ont pu calculer le rendement contre la gravité. Alors, maintenant, on rentre dans le concret. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? Maintenant que je te l'ai présenté, les protocoles, tout ça. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir les protocoles, parce que les protocoles varient en fonction de ce des études, en fait. Donc, il est toujours intéressant de planter le décor et de voir ce protocole, et c'est pour ça que je voulais commencer par là. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, d'abord, il faut noter que c'est une étude un peu pilote au moment qu'elle a été réalisée. Ils avaient relativement peu de sujets, et surtout dans les paliers qui étaient très pentus. Donc il faut être un peu prudent, surtout dans les résultats qu'ils ont obtenus pour les pentes importantes. Et puis, comme ils ont fait ça sur un tapis roulant, ils ont été limités par la pente du tapis, qui ne permettait pas de travailler beaucoup en descente, et qui était limité dans les pentes à monter. Ils ont pu quand même tester les coureurs jusqu'à les pentes de 16%. Ils auraient bien voulu aller tester plus haut, quand on court en une course de montagne ou en trail, parce qu'en général on ne s'arrête pas à 16%. Mais malgré ça, ils ont quand même trouvé des résultats, et tu vas voir, ces résultats, ils sont surprenants. D'abord, ce qui les a surpris, c'est qu'ils n'ont pas pu démontrer, pour ce qui s'agit de la pente, une différence entre les coureurs de montée et les coureurs de plat. Ils n'ont pas pu montrer que les coureurs de course de montagne étaient plus efficaces à monter que les coureurs de plat. Attention, je vais tousser. Pardon, excuse-moi, j'avais un petit chat dans la gorge. La différence est là maintenant. Ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'il était plus efficace quand il s'agissait de courir lentement. Autrement dit, quand ils ont fait un test à plat, les coureurs de côte, les coureurs qui faisaient des entraînements en côte, étaient plus économiques dans des vitesses lentes, c'est-à-dire en dessous de 10 km/h. Pour ces coureurs bien entraînés, et coureurs de côte, c'était bien en dessous de leur seuil en aérobie, et c'était vraiment un rythme très lent pour eux. Ils étaient aussi meilleurs à monter à vitesse lente, donc ils étaient plus efficaces que les autres quand il s'agit de courir à monter à 7,2 km/h. Mais par contre, surprenant, quand il s'agissait de courir à monter à 9 km/h, il n'y avait plus de différence entre les deux groupes. Donc ils ont pu se dire que les coureurs de montagne, les coureurs de trail par exemple, ont peut-être une habitude à courir à des rythmes plus lents, et puisqu'ils courent longtemps, ils courent à monter, ce qui les rendait plus efficaces à ces rythmes-là. À ces rythmes longs et lents que les coureurs de plat ont l'habitude de courir sur route ou bien sur piste. Donc autrement dit, faire les entraînements en côte va te permettre également, je vais te citer aussi d'autres avantages des entraînements en côte en dessous, et qu'on n'y pense pas nécessairement, mais dans cette étude, ils ont montré que tu pourrais avoir gagné en économie de course, surtout sur des rythmes très 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 lents, et pour les coureurs qui partent pour des trails longs, ou même si tu fais un 100 km sur route, ça va être très très intéressant, notamment de faire ton entraînement en côte. Alors, pour les entraînements en côte, même les cracks en font, et pourquoi pas toi, parce que je vais te dire, j'ai réalisé l'interview avec Julien Churet, et il sera disponible pour les abonnés du MAG du mois prochain pour le mois de septembre. Alors, si tu connais pas Julien Churet, il a un palmarès impressionnant, vainqueur du Grand Raid de la Réunion en 2011, vainqueur de la Hard Rock 100, donc c'est 161 km aux USA en 2011 également, vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Fidji en 2012, vainqueur de l'Eco Trail Funchal Madeira en 2015, 8e de l'Ultra Trail du Mont Blanc en 23 heures et des brouettes en 2016, vainqueur du Trail de Haute-de-Provence en 2018. Bon, j'arrête là parce que je pourrais t'en citer plusieurs exemples de son palmarès. Et avec lui, nous avons abordé de nombreux sujets autour du trail. Et bien sûr, on a parlé de ces fameuses séances des côtes qui sont le thème principal de l'entraînement, donc on traite profondément ce mois-ci, au mois d'août, donc dans le MAG des coureurs. Et tu vas voir qu'il y a d'autres bénéfices à faire, à réaliser des séances en côte. Il fait exactement le même type de circuit dont je parle dans le MAG, avec les différentes allures que je t'ai définies, et les mêmes exercices pour rendre ces côtes ludiques et fun. Donc si un trailer comme Julien Churet en fait régulièrement, c'est que ce sont des séances efficaces.
Cela concerne aussi les coureurs du bitume du macadam, comme on l'a vu dans l'étude précédente. Car de faire quelques côtes de temps à autre, c'est encore mieux. Et elles te rendront plus fort sur tes cannes et dans ta tête. Mais les bienfaits de l'entraînement en côte ne s'arrêtent pas là. Ils sont nombreux. Ils sont d'abord physiques. Les côtes font travailler l'ensemble des muscles des jambes, avant et arrière, notamment de la cuisse. Les côtes permettent de gagner en tonicité dans les jambes. Sache juste que c'est la tonicité qui permet de tenir la foulée sans qu'elle s'affaisse. Or, s'il y a écrasement de la foulée, il y a une baisse de la propulsion, et donc une baisse de ta vitesse. D'où l'importance des côtes qui permet de travailler cet aspect. Donc tu vois, les bienfaits sont très très nombreux pour l'entraînement en côte, et ce serait bête de temps privé, hein, et surtout que c'est un travail ludique, sympathique à faire de temps en temps, et qui change des séances de piste ou des séances au train que tu as l'habitude peut-être de faire. Donc si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé le mag des coureurs, où je vais te proposer de choper le maillot du meilleur grimpeur. Je t'ai également te donné dans ce mag des coureurs du mois d'août nos conseils pour courir sous la chaleur. Alors je reviens juste sur l'entraînement en côte, hein. Tu y trouveras là donc la vidéo, l'interview complète avec Caroline Pras, mais j'ai fait également une vidéo très très complète sur une MP3 que tu peux télécharger de suite après sur la page suivante. Il suffit de cliquer sur le lien pour recevoir le mag. Donc une vidéo ou MP3 téléchargée, c'est le format que j'ai choisi, autour justement de l'entraînement en côte. Alors je me souviens plus combien il dure le temps, mais je pense qu'il dure 25-30 minutes grosso modo. Donc il y a vraiment tout, hein. Quand je fais un thème dans le mag des coureurs, on ne survole pas comme dans un magazine traditionnel, ça dure 1 ou 2 pages. Là on va vraiment à fond dans le processus. Donc je t'ai mis plusieurs liens en dessous dans le descriptif de la vidéo ou dans le PDF que tu auras téléchargé. Il y a donc le lien tout d'abord pour rejoindre une communauté de coureurs, un lien gratuit sur Facebook, hein, des coureurs qui te ressemblent. Ensuite tu as un lien vers le mag des coureurs du mois d'août, celui-ci qui nous concerne autour de l'entraînement en côte notamment. Et donc, mais une fois le mois d'août est passé, et donc il fini, le mag est retiré, tu peux, tu pourras toujours quand même le recevoir, enfin, plus tard, mais tu auras un deuxième lien où je te parle de l'abonnement du mois en cours. Donc, jusqu'à la fin août, tu peux utiliser le lien pour le mag des coureurs du mois d'août, et après, si tu écoutes cette interview après, cet audio pardon, ou cette vidéo après, il faut cliquer sur l'autre lien, c'est le mag des coureurs du mois en cours. Voilà, si tu as des questions sur ce sujet, tu peux bien sûr le faire en posant ta question dans les commentaires, j'y répondrai avec très grand plaisir. Bye bye et bon run.